nouveau Africa Lunch Meeting organisé par le programme Afrique de l'Institut Egmont qui va porter sur les politiques des processus DDR en République démocratique du Congo. Alors, comme vous le savez tous probablement, la RDC a une très longue expérience de DDR. Le premier programme de DDR a été mis en place, si je ne me trompe pas, en 2002. Et depuis, il y a eu plusieurs programmes de DDR qui se sont succédés avec plus ou moins de succès, se focalisant surtout sur l'Est du Congo. Mais ces différents programmes de DDR n'ont pas vraiment réussi à pacifier l'Est du Congo à long terme et elle n'a pas non plus prévenir les perpétuels cycles de mobilisation, démobilisation et rémobilisation. Alors, cette année-ci, le président Tshisekedi a annoncé qu'il comptait mettre en place un nouveau programme DDR, un programme DDR communautaire, qu'il mettra en place avec le soutien et le financement de la Banque mondiale et de la MONUSCO. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir nos deux orateurs qui vont nous éclairer un peu sur les perspectives ou les prospectives de ce nouveau programme DDR annoncé par le président, ainsi que les défis que ce nouveau processus risque de rencontrer. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir nos deux orateurs aujourd'hui, qui sont d'une part Onesphore Sematumba, qui est analyste auprès de International Crisis Group, où il travaille sur la RDC et le Burundi. Au préalable, il était chercheur senior au Pole Institute, qui est un institut interculturel dans la région des Grands Lacs basé à Goma. Et ça fait depuis 20 ans qu'il travaille sur les dynamiques politiques, économiques et culturelles des conflits en RDC et dans la région des Grands Lacs. Et notre deuxième orateur est Josapha Musamba, qui est chercheur au groupe d'études sur les conflits sécurité humanitaire auprès du Centre d'études de recherche universitaire du Kivu basé à Bukavu. Et il est également doctorant à l'université de Gand en Belgique. Par le passé, il a aussi été chercheur au sein du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC. Il est un expert en matière des dynamiques des groupes armés, leur mobilisation et leur démobilisation. Comme nous avons donc deux orateurs aujourd'hui, le format sera un peu différent de nos Africa Lunch Meeting habituels. Chaque orateur parlera pour environ 20 minutes et à la suite de ça, on aura une session questions-réponses. Comme d'habitude, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat ou dans le Q&A qui est en bas de l'écran. Et avec ça, je passe la parole à notre premier orateur, Josapha Musamba. Merci pour la parole, Madame Valérie. Merci aussi à l'Institut Egmont de m'avoir associé à ces discussions, à ces débats sur les politiques de démobilisation au Congo, et un sujet sur lequel on travaille depuis longtemps. Et donc, il m'a été demandé d'apporter une contribution avec le collègue chercheur Onesphore Sematumba et discuter avec les autres qui nous ont rejoints dans ces webinaires pour pouvoir parler des questions de démobilisation au Congo. Et donc, je voudrais justement communiquer avec vous deux grands points sur lesquels je vais articuler mon argumentation. C'est présenter, faire une sorte de repère historique du programme de démobilisation au Congo. Et après, moi, je vais explorer des cas d'études pour pouvoir se compléter avec mon collègue Onesphore Sematumba par rapport au DDRC aujourd'hui. Parce que si on commence au DDRC aujourd'hui, on ne regarde pas d'où on vient. Peut-être que les gens qui ne connaissent pas le Congo, ils ne vont pas avoir une idée. Merci d'abord d'avoir fait ce repère historique-là. Je ne serai pas trop long, mais je pense que déjà, dans le contexte des guerres congolaises, la première guerre de 96 et la deuxième de 98, il y a eu un certain nombre de dynamiques lancées au niveau de la région des Grands Lacs et aussi au niveau du Congo. Le Congo, avec ses États voisins, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, l'Angola, etc., ces guerres-là ont fait qu'avec l'entrée des troupes, par exemple, qui sont venues en 1994 du Rwanda, les FDLR et les Interahamwe, et donc qui ont eu aussi à jouer un rôle majeur dans les guerres du Congo, ont fait que après 98, les RCD arrivent, le RCD qui va avoir beaucoup de KML, etc. Et
toutes ces questions ont fait que le Congo est devenu peut-être un pays plus que divisé en factions. Et c'est ce qui fait que maintenant, entre 2003, après le Sun City, les Congolais se sont entendus à travers ce blog-là. Et déjà, on pensait à une politique de démobilisation. Comme vous avez parlé de 2003, mais 2004, c'est comme ça quand ça commence le premier programme. Donc, CONADER, il y a d'abord la réunification du pays avec le gouvernement de 1+4, un président et 4 vice-présidents, Kabila et les autres. Mais il y a une feuille de route pour un programme DDR, ce qu'on appelle déjà en 2004 le CONADER. Et le CONADER, après, donc je parle de 2004 à 2015, il y a des cycles de processus de mobilisation. Ce qui fait que, alors le premier CONADER, le deuxième, il y a eu un programme qui était aussi appuyé par la Banque mondiale et aussi le DDR qu'on appelle souvent DDRD. Au cours de ces tranches d'années 2004 à 2015, il y a aussi ce qu'on a appelé les DDR3. Les DDR3 qui a été aussi une sorte de programme. Une fois les bailleurs ont appuyé, et à un certain moment, ils étaient un peu réticents parce que le programme a été lancé, le programme avait un budget et bon, ça n'a jamais été exécuté à 100%. Mais on a vu quand même que les FARDC, les feux armés, ça et là. Mais entre-temps, au courant de cette année, les groupes armés ont résisté à ces programmes-là de démobilisation, les DDR3. Ils ont résisté, ils n'ont pas voulu rejoindre parce qu'ils exigeaient, si vous voulez, ils exigeaient des récompenses à l'État congolais. Ils exigeaient que les Congolais puissent les récompenser pour qu'ils puissent quitter. Et ça là, pendant ce moment, il y a eu des processus de recyclage de rébellions, il y a eu aussi des retours circulaires. Alors, voilà. Des failles ou des faiblesses passées. C'est ce qu'on appelle, par exemple, les derniers lots. Par contre, lorsque Félix Tshisekedi arrive, il vient avec une approche et il va tendre ce que j'appelle une main noire aux groupes armés. Il dit, voilà, moi je suis là, nous voulons faire la paix et pacifier l'Est, mais ceux qui veulent, qui se démobilisent, nous allons prendre soin d'eux, et ceux qui ne veulent pas, nous allons agir avec l'armée. Tout le monde sait comment c'est fait. Mais entre-temps, de 2019 à nos jours, il y a aussi les FRPI, les groupes armés FRPI et le CODECO, qui semblait être une expérience assez intéressante pour la démobilisation, mais aujourd'hui, on voit comment ça patauger. Une équation à plusieurs inconnues dans le projet de Tshisekedi. Alors, le président Félix a tenu un conseil de sécurité à Bukavu où il a demandé au groupe Kivu, du Sud Kivu et celui d'Ituri de repenser un programme de mobilisation, mais ce que j'appelle Made in Félix Tshisekedi, parce que pour lui et les anciens programmes ont échoué. Alors, au-delà de ça, il y a aussi dans le contexte la crise de confiance envers une unité qui a été créée, je pense, en 2007-2008, l'unité de gestion du programme national de mobilisation, UNPNDDR. Alors, les bailleurs, notamment la Banque mondiale, et le PNUD, etc., ils ont eu confiance parce que dans tous les trois processus, programmes de démobilisation, il y a eu vraiment des résultats catastrophiques et puis il y a eu crise de confiance. Voilà. Mais il y a un autre programme de démobilisation qu'on ne semble pas mettre dans les discussions, c'est les DDR enfants. Et ces DDR enfants ici, il est comme privatisé avec le modèle des CTO, ce qu'ils appellent les centres de transit et d'orientation, ou bien les familles d'accueil transitoire. C'est le modèle classique dominant dans l'Est du Congo. Et ça, le plus souvent, soit des ONG privées, l'UNICEF, la MONUSCO aussi, essaient d'appuyer ces programmes-là, le Caritas aussi. C'est un processus privatisé dans les opérations. Les ONG, la MONUSCO, l'UNICEF sont des acteurs dominants. Il y a un effet dans ce processus-là, ce que j'appelle des success stories, c'est-à-dire lorsqu'on reprend les enfants, on essaie de montrer que voilà, ils sont revenus dans le programme enseignement, ça va. Alors qu'il y a d'autres aspects socio-anthropologico coutumières qui ne mettent pas en compte. Voilà, il faut repenser ces programmes-là. Mais entre-temps, tous ces trois programmes, DDR, CONADER, DDR2 et 3, ont coévolué ensemble avec des dynamiques sécuritaires très complexes. Par exemple, des fragmentations assez accélérées de groupes armés, une remobilisation de groupes armés,
la conflictualité complexe dans l'Est du Congo, des problèmes des terres, des problèmes des institutions au pouvoir coutumier qui sont mobilisées par les groupes armés et où les phénomènes de mobilisation, remobilisation et même retour circulaire, la circularité des combattants sont observés. Les conflits locaux et les punaises questions de groupes armés étrangers, comme vous l'avez déjà dit. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va en finir avec les ADF, comme on appelle aujourd'hui MTN, les CNRD, les FOCA, les FNL, les Red Tabara, tous ces groupes armés à la fois burundais, Congo, avec des alliances avec certains groupes armés congolais, tous ces groupes armés rwandais, qui sont d'ailleurs, j'étais récemment à Kibirizi, ils sont encore là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est l'option militariste, tshisekidiste, ou c'est la démobilisation parce que la DDR se tient compte aussi de ça. Voilà. Et donc, pour pouvoir ne pas terminer, ça c'est un panorama parce qu'on n'a pas assez de minutes. Je voulais maintenant réfléchir avec vous sur des études des cas. Par le passé, il y a eu, déjà j'ai dit au début, il y a eu une sorte de résistance à la démobilisation. Un cas pratique, c'est un cas que j'ai exploré, j'ai suivi depuis 2010, 11, 12 jusqu'à 2015 et avant, j'ai écrit un papier sur ça, sur la résistance à la démobilisation. Et les cas pratiques, c'est le cas de Raya Mutombo qui est du Sud Kivu et du Nord Kivu, tout comme des Maïmaï Kifuafua. Et donc, ces groupes armés a manifesté l'intention de venir dans le processus. Delphin Kaimbi les a suivis. Mais moi, je l'ai rencontré plusieurs fois, que ce soit les Kifuafua du Sud ou à l'Ekale, que ce soit les Raya Mutombo qui, El Ngandou et Dona du Sud Kivu, des Chabunda. Des conditions. Nous voulons venir, mais il faut que l'État puisse nous récompenser. Et la récompense, c'est très complexe parce que est-ce qu'elle récompense individuelle avec les grades? Est-ce qu'elle récompense de tout le groupe? Parce qu'il y avait des vides sécuritaires, ils ont fait le travail de l'État, ils ont assuré la sécurité dans la logique où j'appelle les champs de sécurité parce que l'armée n'était pas là, y compris la police. Donc, à un certain moment, ils ont résisté à venir dans ce programme-là. Finalement, on a utilisé l'option militariste, ce qui a fait que certains groupes armés ou combattants, à travers l'option militaire, ils peuvent se démobiliser, d'autres quittent les groupes armés pour revenir dans la société, et d'autres aussi qui viennent dans le programme, et lorsque le programme ne répond pas à leurs besoins, il n'y a pas non plus des aspects qui les aident aussi à venir se réintégrer dans la société, ou alors carrément, d'autres veulent rejoindre l'armée et la police, mais au niveau de la politique nationale, on va les désarmer par force. Donc, on les démobilise par force, on les remet dans la société sans rien, avec l'option des AGR, les activités gentilles de revenus, ça ne marche pas. Il y a des éléments qui ne vont pas. Lorsque le président Félix arrive au pouvoir, il y a quelques groupes armés qui ont aussi donné la main tendue au président, notamment ce qu'on appelle les APRDC, des Raïmo Kabichoula décalés. Ils sont venus avec Yamounioni. Je les ai rencontrés, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec eux. Mais dommage a été que tous ces groupes armés n'ont jamais été bien tenus au camp de regroupement à Yamounioni. Tous ces groupes armés n'ont jamais été pris en compte, et ce qui fait que lorsque les CNRD étaient dans leur zone à Calais, ils ont occupé les zones où ils ont quitté. Certains sont revenus, ils sont encore retournés chez eux, et il y a eu des clashs. L'autre cas, c'est le cas des Maïmaï Kifuafua, mais les Kifuafua qui est dans le territoire de Massissi, dans le groupement Oufamandou, surtout les cas El Maachanonoa et Biri Koliko. Ces gens-là, ils ont tenu jusqu'à un certain moment, ils ont été aussi approchés par la mondialisation à rejoindre la démobilisation, mais dommage qu'ils sont venus jusqu'à Mubambiro, finalement, rien n'a suivi, ils sont retournés. Ils sont retournés. Donc, le dernier cas d'étude, c'est aujourd'hui, même si leur leader a été tué, notamment le Maïmaï IPTI Mazembe, qui est un groupe armé dominé par des Barofou, comme on appelle, ou les Nandé, ou alors par de Bakobo. Alors, ils ont quitté. Certains d'entre eux ont quitté, mais après la mort de leur leader, qu'on appelle Kitete Bouchou, qui a été tué autour de Miliki. Maintenant, ces groupes armés, la plupart de leurs combattants, ils sont encore là jusqu'à aujourd'hui, au camp de Mubambiro. Et d'autres que j'ai rencontrés à Kanyabayonga, d'autres dans le sud de Lubero. Il y en a que la MONUSCO a demandé et a remis des jetons de documents pour dire, comme le processus n'est pas encore lancé, donc ils sont restés. Colonel Mahira, qui est autour de Miliki avec ses hommes,
Bon, il a que ce document, la MONUSCO, qui certifie qu'il s'est rendu, mais après, il y a tous des camps sur lui. Les autres qui sont dans les camps, le président Félix était là récemment, j'ai été dans les camps après son passage, il n'y a rien qui revient. Et tout le monde, ils attendent les DDRC. Et donc, voilà un peu, de manière très succincte, parce que je ne veux pas prendre plus de minutes, de manière pour pouvoir économiser. Et je vais répondre après sur les cas que mon aîné Onesphore va parler. Donc, je lui laisse la parole pour pouvoir parler du DDRC, des politiques et des défis. Et moi, s'il y a des cas où je pourrais apporter encore un plus, parce que je suis aussi ça. Et pour pouvoir finir, avant de vous l'accorder, il y a eu aussi le processus de Mouressa 1 et Mouressa 2. Là, ce n'est pas le gouvernement qui le fait, c'est les ONG, par exemple IRC, Search for Common Ground, et y compris aussi d'autres structures et d'ailleurs français. Ils ont essayé de ramener tous ces groupes, discuter des questions. Moi, j'ai été dans l'atelier de septembre récemment. Ils ont sorti un certain nombre de décisions. Le gouvernement devait opérer des cessez-le-feu. Les cessez-le-feu étaient opérés, mais il y a des parties au sud Kivu, par exemple, les Bilos et Bicham, ces groupes d'armées dans le plateau, ils s'affrontent jusqu'à aujourd'hui. C'est sûr que certains de leurs leaders font les sensibilisations, mais sur le terrain, il y a eu des résolutions qui n'ont pas encore reçu d'écho. Par exemple, ils ont décidé que le gouvernement traque les groupes armés étrangers et les chasse jusqu'à l'extérieur, mais c'est très difficile parce que quand vous allez dans le sud Kivu, tout comme au nord Kivu, vous retrouvez, par exemple, pour le Béni des ADF, mais pour le sud Kivu, vous retrouvez les CNRD. Moi, je les ai vus dans le Lengue. Les CNRD sont là et les Red Tabara. Récemment, le gouvernement a lancé des opérations contre eux. Donc, vous voyez, toutes ces questions, il y a ces politiques générales d'ADR, mais à l'intérieur, il y a un certain nombre de questions qui devraient, des espaces qui doivent être ouverts au sein des institutions pour pouvoir booster ou pousser un peu plus haut les politiques qui sont mises en place, à la fois par le privé, par l'État et ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup, Josepha. Onesphore, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Valérie, et merci à toute l'équipe d'Egmont pour m'avoir invité à participer à cette réunion sur cette thématique très, très importante et très cruciale d'ailleurs en ce moment. Merci pour les brillants exposés de mon collègue Josaphat qui nous a permis de planter en fait les décors à la fois de la succession d'initiatives de DDR et de la succession malheureusement des fiascos qui ont suivi chacune de ces initiatives. Alors, comme il l'a dit, moi je vais plutôt m'appesantir sur les nouveaux concepts de DDRC et qui a été lancé, en fait l'idée est du président Tshisekedi, et mon collègue l'a dit, lors de son passage à Bukavu à la fin de l'année passée, du 7 au 10 octobre, en fait, c'est à ce moment-là qu'il a exigé des différents gouverneurs d'inventer une stratégie de désarmement, de mobilisation et réinsertion et en consultation avec les communautés. Donc, c'est ça la grande différence, en fait, c'est ça la grande avancée conceptuelle avec les communautés. Et il avait précisé le même jour, en fait, à cette occasion, qu'il fallait tenir en compte les leçons apprises des expériences qui n'avaient pas marché. Lui-même, il a dit les échecs des programmes précédents afin d'en assurer la réussite. Donc là, c'est l'objectif du DDRC. Alors, les concepts, il est très séduisant. Bon, il est même largement partagé par la communauté internationale, les Nations Unies, la MONUSCO qui constitue les Nations Unies localement, les diplomates et les bailleurs de fonds. J'ai rencontré les diplomates britanniques, ils sont enthousiastes, ils disent qu'ils ont contribué à l'élaboration de la note conceptuelle du DDR communautaire. Les Belges sont tout autant enthousiastes. Donc, voilà un concept absolument séduisant et qui repose sur
un certain nombre de principes qui constituent d'ailleurs, pour citer un des diplomates que j'ai rencontré récemment à Kinshasa, autant de lignes rouges à ne pas dépasser pour ne pas retomber dans les travers d'avant. Et quels sont ces principes? D'abord, et là Josaphat l'a dit, c'est une approche décentralisée, c'est-à-dire on ne va plus remplir un énorme panier troué situé quelque part à Kinshasa, mais qui suinte de partout, et finalement, où au niveau du terrain, on ne rencontre que quelques miettes qui vont aussi tomber dans des poches qui ne sont pas les plus indiquées, pourrais-je dire. Donc, cette fois, tout le monde est d'accord pour dire qu'on va prendre comme centre opérationnel successif, eh bien, des entités proches des zones de démobilisation. Donc, plutôt que Kinshasa, ce sont les 3 provinces, le Sud Kivu, le Nord Kivu et l'Ituri, et puis ce sont ces provinces qui vont déterminer les zones ou les communautés qui ont besoin urgemment des programmes de DDR. Donc, premier principe, on décentralise. OK. On va finir par se poser la question, bon, comment ça va se faire? L'autre principe, c'est que la réinsertion se ferait désormais dans la vie civile au sein des communautés et non l'intégration au sein de FARDC, l'armée nationale, comme cela avait toujours été fait auparavant. Au point que l'armée était devenue une institution de blanchiment des opérateurs de la violence. Donc là, plus question de mettre ces garnements au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. L'autre principe, c'est que la réinsertion n'est pas automatique, mais elle est sélective. C'est-à-dire que la justice devra s'occuper des auteurs de crimes graves et des crimes de guerre. Donc, on évite là de procéder à ce que je pourrais appeler le blanchiment à travers la société civile ou la communauté. L'œil est le bon pour faire le suivi de l'utilisation des fonds. Je suis en train de recevoir une alerte de ma connexion. Est-ce qu'elle est bonne, la connexion? OK, très bien. Alors, ainsi posé ces principes, maintenant les défis de la mise en œuvre. Comment passer du concept de réinsertion et du concept à la réinsertion? Écrit par mon collègue Josaphat. En fait, la première lettre est la plus facile, le D. Même actuellement, la démobilisation, c'est les armes. Ils déposent les armes presque comme par défi, comme dirait Josaphat, parce qu'en fait, en face, il n'y a pas de réponse. Donc, c'est facile de démobiliser. Maintenant, comment réinsérer? Le R, c'est ça le défi. Disons tout de suite qu'au niveau des provinces, le concept a déjà connu un début de matérialisation. J'ai vu qu'il y a des projets qui ont été conçus dans le cadre d'une structure qui a été appelée, excusez-moi, c'est long, Commission interprovinciale d'appui au processus de sensibilisation, désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire. Ouf, ça s'appelle SIAP-DDRC. Mais jusqu'à présent, on n'est pas encore allé au-delà de ces projets qui sont sur papier, qu'on appelle des projets pilotes. Pourquoi?
Mais au niveau national, et ça, je le tiens encore une fois de source de mes interlocuteurs, qu'ils soient bailleurs de fonds ou autres de la communauté internationale et même les officiels, c'est que, en fait, la stratégie DDRC n'est même pas encore écrite par le gouvernement. Donc, les concepts existent, les principes existent, mais formellement, cette stratégie n'est pas encore couchée sur papier. Donc, il n'y a pas de soubassement pour qu'on puisse en discuter pour la mise en œuvre. Donc, les différents partenaires gouvernementaux sont en attente. Plus que cela, je serais tenté de dire plus grave, le DDRC, même si on dit que ce serait quelque chose de décentralisé, eh bien, on se rend compte qu'il est au centre d'une compétition sournoise entre les acteurs politiques au niveau national, notamment au sein de la difficile coalition FCC-CACH. Par exemple, ou pour illustrer cela, vous connaissez certainement un monsieur qui s'appelle Claude Ibalanki Ekolombe. Il est officiellement le coordinateur ou le coordonnateur du comité exécutif du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais il est très proche du président Tshisekedi. Vous connaissez aussi Sylvain Mutombo, qui est ministre délégué à la Défense. Il vient de l'UDPS, de Tshisekedi. Ces deux hommes-là, on les voit de plus en plus très proches des endroits où on parle de DRC. Si bien que, comme l'idée de DRC est partie de Tshisekedi, demain, on ne serait pas surpris qu'il y ait une structure ad hoc à la présidence qui se charge de la question des DDR. Et ça ne serait pas anodin parce que la structure de DDR actuellement, c'est le STAREC qui est rattaché au ministère du Plan et le ministère du Plan qui est dirigé par la vice-première ministre FCC du Plan qui s'appelle Élysée Mounemo. Donc là, en tout cas à Kinshasa, il y a beaucoup d'interlocuteurs qui soupçonnent que peut-être à cause des millions qui accompagnent toujours le processus DDR, les deux composantes politiques se livrent une guerre de tranchées pour pouvoir arracher ce gros morceau. Alors, cette compétition sournoise inquiète et agace même les bailleurs qui se demandent finalement avec qui la stratégie à venir sera mise en œuvre et pose la question finalement de la marge de manœuvre de futures structures décentralisées, provinces, territoires, communautés vis-à-vis de la boulimie de Kinshasa. Donc, c'est bien de dire que ça sera décentralisé, mais Kinshasa au pluriel veille au grain. L'autre défi, c'est le défi des financements. Comment financer de façon durable et crédible un DDR qui se veut communautaire? Parce que jusque-là, les différents DDR auxquels on a assisté étaient des DDR plus ou moins cosmétiques. On prenait, après avoir prélevé de gros montants en amont au niveau de la capitale, eh bien, ces jeunes gens, on les regroupait et puis, bon, on leur distribuait des kits et puis on disait, OK, voilà, vous êtes réinsérés. Mais non! En tout cas, à Crisis Group, nous sommes convaincus que pour qu'il y ait un DDRC viable, il faut offrir aux jeunes une alternative crédible à l'économie de la
violence. Ça passe par des formations, ça passe par un encadrement efficace, mais aussi ça passe par le renforcement de la capacité de résilience économique de ces communautés-là. Donc, si c'est communautaire, eh bien, il faut que les communautés aussi bénéficient de sortes de programmes de renforcement de résilience, sans quoi on sera en train de faire, comme toujours, du saupoudrage. Donc, c'est pour cela qu'il est absolument nécessaire, pour nous en tout cas, nous en faisons le plaidoyer partout où nous passons. Donc ça, c'est une tribune que je ne peux pas rater pour dire que la communauté de bailleurs devrait soutenir les efforts du gouvernement pour assurer un retour à la paix et une sortie honorable à la MONUSCO, parce que les DDRC se trouvent au centre également de la stratégie de sortie de la MONUSCO. Et je vais finir par deux ou trois interrogations. La première, et Josaphat l'a dit, mais je le répète, c'est la dimension transfrontalière des groupes armés. Est-ce qu'il faut ajouter un autre R qui signifierait rapatriement à DDRC? Parce que jusqu'à présent, il y a une approche militaire, en tout cas entre le Congo et le Rwanda, pour ce qui est des FDLR et leurs avatars. Eh bien, les FARDC, l'armée gouvernementale, fait le coup de feu, et puis, bon, les FDLR, ils se dirigent, ou ils sont dirigés vers l'armée rwandaise qui leur fait traverser la frontière. Mais là, ce n'est pas un rapatriement. Donc, je pense qu'il faudrait imaginer quelle diplomatie, parce que ça, c'est un travail de diplomate, ce n'est pas seulement un travail de bailleur de fonds, pour trouver une sorte de paix ou de pacification régionale, notamment entre les différentes puissances Burundi, Rwanda d'une part, Ouganda, Rwanda d'autre part, et le Congo au milieu de tout ça, les ventres mous, pour pouvoir trouver une solution durable à la question des groupes armés transfrontaliers. Parce que si les Maï-Maï sont réinsérés, mais que le terrain reste occupé par l'ADF au Nord Kivu, les FDLR, au Nord Kivu, au Sud Kivu, les Red Tabara, FNL, Forebu, Burundi, au Sud du Sud Kivu, on ne serait pas sorti de l'auberge. L'autre question, c'est comment on se comporte entre la volonté politique affichée par le président Tshisekedi pour cette démobilisation communautaire et la persistance des anciennes pratiques, notamment les liaisons dangereuses entre les FARDC et certains groupes armés. Ça, c'est une question. Ou les liaisons tout aussi dangereuses entre les politiciens et les élites économiques, le président Tshisekedi l'a souligné ici, et ces groupes armés. Parce qu'on ne peut pas juste voir les acteurs qui sont devant les rideaux, ces enfants, ces groupes armés. Derrière les rideaux, il y a les élites, il y a les communautés, mais il y a les rideaux de l'autre côté de la frontière. Il y a des acteurs là-bas. Comment on s'assure que toutes ces questions sont répondues pour offrir un cadre pour une DDRC réussie et durable? Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Onesphore, et merci beaucoup aussi, Josaphat, pour vos réflexions critiques sur les formes que le DDR a pris en RDC et les différents défis avec la tentative d'un nouveau programme DDR. Alors, on va passer à la session questions-réponses, comme je l'ai déjà signalé, que je l'ai aussi mis dans le chat pour les participants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans le chat, soit dans le box Q&A qui se trouve en bas de l'écran. Je vois qu'il y a une personne qui soulève la main, mais en fait, nous donnons pas la parole aux participants en dehors des panélistes. Donc, si vous avez une question, je voudrais vous demander de l'écrire dans le chat ou dans la session Q&A, ou dans le box Q&A, pardon. Alors, la première question qui a été posée, c'est quelle est l'économie politique du DDR ou du DDRC au Congo? Y a-t-il des différences à travers les différentes générations DDR et si oui, lesquelles? En bref, pourquoi l'argent n'arrive-t-il pas dans les camps de démobilisation de transition? Josaphat, vous voulez y répondre en premier? Oui, je peux répondre. Juste pour compléter aux questions. Quelle est la différence entre le politique DDR et les DDRC? La différence, c'est au niveau de toutes les opérations, c'est les mêmes opérations. Quand vous regardez les désarmements, la démobilisation et la réinsertion, ce que vous appelez l'intégration, et après, ils ajoutent seulement communautaire. Mais le processus pour désarmer les combattants, c'est la même chose. Et là aussi, il y a tout un tas de problèmes parce que les combattants qui utilisent des lances, qui utilisent par exemple des armes blanches, comment est-ce qu'on veut récupérer les armes? Parce qu'il n'y a même pas un programme. Moi, j'ai à un certain moment, en 2018, dans mon mémoire de master, un programme de désarmement communautaire. Ce n'est pas forcément désarmer les beaux armes. Parce qu'il y en a qui viennent avec une arme. Vous avez 10 combattants avec 3 armes. Des autres peuvent cacher les armes, mais ils viennent vous présenter ce qu'ils vont vous présenter. Vous voyez, ça c'est le premier idée. Démobilisation, il y a encore beaucoup de choses là-bas qui ne viennent pas forcément chez la MONUSCO ou chez les FARDC. Il y a des arrangements locaux. Moi, j'en ai observé à Chabunda, les militaires, ils vont voir les combattants qui quittent et puis ils donnent un jeton et ils restent. Ça, c'est une politique de mobilisation que ça pose le problème. À l'époque, le modèle 2 et 2-3, on remet le combattant dans la société avec des activités génératrices de revenus. Aussi, une formation, couture, c'est ça la philosophie. Et moi, je pense que c'est un modèle de démocratie parce que si vous regardez l'expérience du Congo, vers les années 63, les Maïmaï Simba qui ont existé à l'époque, on ne les a jamais démobilisés. C'est un modèle importé qui est venu. Le problème, la réinsertion des combattants congolais, on pense ça à travers une AGR, on leur donne une activité génératrice de revenus, par exemple une boulangerie, mais finalement, on a un espace pour ces gens là-bas parce qu'ils rentrent dans un autre champ des entreprises. Une boulangerie, c'est une entreprise. Mais s'ils vont faire face aux taxes, comment est-ce qu'ils vont faire demain? Ils vont fermer. Ça, c'est la philosophie. Quand tu regardes maintenant la politique des DDRC, quand vous regardez aussi les projets que, par exemple, les chefs des DDRC avaient déjà fait, parce que c'était en février, il y a déjà 8 mois, qu'ils ont un projet pilote qui devait se faire au nom au sud Kivu. Et vous allez voir les activités qu'ils ont conçues et ils voulaient faire un projet pilote pour réinsérer ou avec les DDRC 300 combattants au nord au sud Kivu et le nombre pour atteindre. Maintenant, ce que je trouve, il y a quand même quelque chose qu'ils ont mis en place et sur lesquels moi je travaille encore, où ils parlent de la resocialisation. Et c'est ça l'approche que moi et mes professeurs comme Root et les autres, on essaie de regarder. Il faut remettre le combattant dans la société. C'est différent de le remettre avec les activités génératrices de revenus. Parce que rentrer dans un groupe armé, c'est comme quitter la société. On va avec des doxas,
des ethos ou bien d'autres formes de socialisation dans le groupe armé qui contrastent avec les valeurs de la société. Mais quand on les remet, il y a des barrières virtuelles que même le programme ne voit pas. Ça peut être des barrières coutumières, ça peut être des barrières à la fois sociales qui font à ce que quand on va remettre le combattant, il faut tenir compte de ça. J'ai vu la politique générale du DRC et même les programmes, parce que j'ai été dans une région où le gouverneur du Nord Kivu, du Sud Kivu, était ici à Bukavu. Il discutait de ces problèmes-là. La Banque mondiale était là même le PNUD. Il y avait un problème de financement avant qu'on parle des 50 000. C'est ça la petite différence. Ils disent, d'ailleurs, il y a tout un débat ici au Sud Kivu sur l'appartenance au concept de DRC parce qu'il y a des ONG privées qui estiment que c'est eux qui ont commencé et le gouvernement a pris seulement leurs idées. Vous voyez? Et donc, la différence, c'est seulement qu'ils disent communautaire. Ils vont associer le communauté dans ça. Si vous lisez d'ailleurs le 2 d'octobre qui n'a pas été appuyé par les bailleurs, il y avait cette question où on devait ramener aussi les communautés ensemble et regarder comment est-ce que la MONUSCO fait les civières. Les civières, c'est une approche de la MONUSCO qui pense aussi de démobilisation où on associe les communautés. Donc, il n'y a pas une marge de différence. Pourquoi maintenant l'argent n'arrive pas au centre des regroupements, etc. Mais ça, c'est la question. Moi et mon collègue Christophe Vogel, on a essayé de relever en 2016. Parce qu'un programme, y compris la Banque mondiale, vous soutenez un programme, il n'y a aucun suivi. Et l'argent va être détourné, et il y a des retours, etc. Il n'y a pas de suivi. On fait quoi? Comment est-ce qu'ils vont répondre à cet argent? Aujourd'hui, je l'ai dit sans être compte, quand vous allez à Mubambiro, il n'y a rien. Le président de la République est passé par là. Mais jusqu'aujourd'hui, les combattants continuent à dormir à même le sol. Ils n'ont même pas de médicaments. Et là, il n'y a pas d'argent. Est-ce que le gouvernement va débourser cet argent? Alors, c'est pour ça que le bailleur des fonds, moi, j'ai dit, je ne me plains pas, je questionne la Banque mondiale. J'ai demandé à une dame de la Banque mondiale qui est à Goma, j'ai dit, mais cette option de la décentralisation, c'est bien. Mais à partir de quel moment vous suivez l'argent qui a été injecté pour les ex-combattants pour assurer que ceux qui se rendent dans les camps de regroupement trouvent des moyens adéquats pour pouvoir ressortir un certain nombre de questions pour les aider aussi à persuader les autres à quitter, à venir aussi rejoindre le processus. Et ça, c'est une des questions assez importantes pour lesquelles notre auditeur devait savoir. Il y a beaucoup de détournements. Même à Kinshasa, même si on parle de la décentralisation, ces compétitions dont les acteurs politiques, c'est le moment de positionner leurs frères, leurs agents, et y compris même IDPS. Si on va nommer des acteurs, mais ça sera sur base des actions politiques. C'est pour ça que je pense, l'Institut Egmont, et nous, au niveau, par exemple, à Gand, où j'ai fait ma thèse, et où, au niveau de notre centre de recherche, on a une autre vision, on a une autre perception. Les enfants, par exemple, la démobilisation, les enfants qui ont été ce que vous appelez les Kadogo ou les Kadogo, qui ont gardé ces amulettes, parfois, le remède psychologique oriental ou occidental ne marche pas. Mais ces enfants-là, on les traite pas à la coutume. Mais comment est-ce qu'on fait avec la démobilisation de ça? Vous voyez? Donc, comme ça, pour lesquels, moi, je pense qu'il fallait axer les efforts. Et juste si vous me donnez la permission, 1 minute pour ajouter à ce que mon grand frère en effort a parlé. Vous savez, le programme DDRC, il y a toutes ces compétitions entre FCC et CACH. J'ai été dans l'atelier de Mouré Center. Je suis un ministre national populiste, je me dire populiste, qui va jamais endosser les responsabilités étatiques au nom du Conseil de continuité, mais qui va injurier tout un camp politique et il est en train de faire ce qu'on appelle ici chez nous le Djalelo. Je n'ai jamais été d'accord avec le ministre et je l'ai suivi aussi dans un média à Kinshasa où il est en train de dire que le groupe armé ont dit à Mouressa. Les groupes armés ont dit clairement, ils ont posé des préalables et le ministre n'a jamais été en dehors de ça, mais il va vanter qu'eux, ceci. Je pense qu'il faut un peu de cohérence et regarder en face. Parce que, ça c'est ma déclaration, beaucoup de gens, ils sont ministres aujourd'hui, ils sont des généraux, tous ont été des groupes armés. Je me réserve de dire un général aujourd'hui a été nommé au Sud Kivu. Il n'est jamais passé par un info. Mais il est dans l'armée. Pourquoi refuser des options qui ont existé pour pouvoir aussi calmer les jeux? Vous voyez?
Pourquoi? Voilà. Merci beaucoup. Onesphore, vous voulez ajouter quelque chose à cette question sur l'économie politique du DDR? Bon, merci. Je vais ajouter par rapport à la question, la fin de la question, en fait, c'est pourquoi l'argent n'arrive-t-il pas dans le cas des mobilisations? Ça, c'est une bonne question, un peu provocante, quoi. Donc, pourquoi n'arrive pas? Eh bien, parce qu'on les met dans un gros panier troué et qui sont de partout. et qu'à l'arrivée, finalement, les fonds ne sont pas destinés, et donc n'arrivent pas à ceux à qui ils étaient destinés. C'était un gros problème de gouvernance. La corruption se trouve à tous les étages. Donc, je pense que c'est peut-être aussi pour cela qu'on a dit, bon, on va trouver une autre manière de faire. Mais sinon, c'est effectivement quelque chose d'assez inquiétant. Donc, lorsque on entre dans la comptabilité des DDR sous toutes les formules, quand on voit tout l'argent qui a été investi et englouti, et quand on voit les résultats, et qu'aujourd'hui nous sommes encore à 138 groupes armés, eh bien, en pédagogie, on pourrait dire, bon, ça pouvait mieux faire. Et donc, voilà. Peut-être on continue avec les questions. Oui, donc la prochaine question, c'est dans le cadre de ces différents programmes de DDR, quels ont été les défis concernant les DDR enfants et comment remédier à cela? Quelles sont vos recommandations? Voilà, là je pense que c'est mon collègue qui est le plus à même d'y répondre. Je pense qu'il y a encore quelqu'un qui a posé une question qui va dans le même sens. De DDR enfants, oui. Non, c'est mon ami Evert qui demande justement à Josaphat d'élaborer sur le plan de la privatisation des centres de transit et de réinsertion pour les enfants soldats. Donc, je pense que oui, Josaphat pourrait peut-être prendre les deux. Répondre s'il veut, parce que moi je ne vois pas la question de verre. Ah oui, est-ce que M. Josaphat pourrait élaborer le problème de la privatisation des transit de réinsertion? Oui, alors, M. Herbert, je vois la question. M. Herbert, je pense plutôt que tous je parle des ONG privées, comme par exemple, j'ai plusieurs exemples, parce qu'on en a fait des études aussi une fois. Tu vois, par exemple, au Nord Kivu, il y a ce qu'on appelle CAGED. CAGED, c'est une ONG qui fait de la démobilisation à la fois adulte et enfant. Caritas faisait à la fois la démobilisation adulte et maintenant enfant. J'ai un simple programme. Il y a aussi BVS au Sud Kivu, il y a ADEP aussi au Sud Kivu, il y a au Nord Kivu plusieurs autres organisations qui font de la démobilisation. Alors, cette démobilisation, elle est beaucoup plus axée sur les enfants. On va rencontrer les seigneurs des guerres, soit les familles, soit ces mêmes organisations. Et aujourd'hui, j'ai vu la MONUSCO aussi fait signer des actes d'engagement aux groupes armés. Ils vont démobiliser tous les enfants âgés de 17 ans jusqu'en bas. Ils les démobilisent. Certains groupes armés du Sud Kivu, du Nord Kivu, ils ont fait ça. Ils les démobilisent et ils récupèrent ces enfants. Ils vont les réunifier avec leur famille. Ou soit, ils vont le remettre dans les cycles normaux de la formation. Parce que l'enfant a arrêté les études, s'il veut, on le remet national. Et ça, c'est des aspects qui ne sont pas dans les DDR adultes. Et le plus souvent, par exemple, CAGED a des financements, non pas du gouvernement, non pas de la Banque mondiale, mais c'est des financements, par exemple, à l'époque, je savais que cette Interpis finançait certaines organisations. Pour d'autres bailleurs, comme par exemple d'autres bailleurs qui vont financer cette organisation à démobiliser les enfants dans les groupes armés. Vous voyez, alors c'est une parce que c'est eux, c'est devenu une sorte de chasse gardée. Comme par exemple, vous voyez BVS a une logique proprement, mais il va prendre, et ces enfants qui viennent de groupes armés, il a ce qu'ils appellent les centres de transit. J'en ai vu à Kanyabayonga pour le Caritas. Ces enfants, on les amène là-bas,
on commence le processus de resocialisation aussi et des lavages des cerveaux ou s'ils ont été traumatisés psychologiquement, on va envoyer ces enfants là-bas afin de les réunifier dans leur famille parce que quand ils sont combattants, ils ont quitté leur famille. Ou alors, on les familles d'accueil transitoire. Ça veut dire il y a des gens qui travaillent avec l'organisation et ils peuvent recevoir ces enfants pour le resocialiser à la vie familiale encore, parce qu'ils ont été dans le groupe armé, là, il y a une autre éthos, il y a une autre habitude de vie. Et après, ils vont le remettre dans leur famille. Mais il y a des questions pour lesquelles, comme j'ai dit, les enfants qui ont été exposés la cosmologie Maïmaï, les Dawa, etc., ils ont eu ça, il y en a qui connaissent des problèmes psychologiques. Et à un certain moment, on va les ramener au psychologue, on ne va pas soigner les problèmes coutumiers avec les médicaments occidentaux. Et quand ça bloque, certains, je travaille sur ces sujets maintenant là-bas, chez le coutumier pour pouvoir le débloquer. Donc, voilà un peu les questions, ce que j'appelle la privatisation. C'est eux qui le font, parce qu'on ne parle pas souvent d'aider des enfants, et surtout les jeunes filles qui quittent les groupes armés, on ne parle pas souvent de ça. Dans nos études, dans les cas, on ne regarde pas à profondeur, mais quand même, il y a des organisations qui les font, et ensemble avec le ministère j'ai vu de la justice, des affaires sociales, mais vous voyez, ils suivent aussi les lignes, par exemple, de l'UNPD que je voyais quand il y avait une réunion à Bukavu ici, on a annulé tout ces... L'UNICEF voulait avoir une idée sur des jeunes filles, j'ai été là aussi. Et donc, aujourd'hui, c'est toute une problématique, vous voyez. Donc, je pense que cette privatisation, à mon humble avis, elle est au niveau où c'est ces organisations-là, avec le financement qui n'est pas à la fois de la Banque mondiale, même du PNUD, je ne sais pas si le PNUD les finance aussi parfois, ou bien la MONUSCO leur donne, ils les font de leur manière. Et on ne tient pas compte de ça quand on parle des questions de démobilisation. On ne voit que les démobilisations des adultes. Merci beaucoup. Il y a aussi un autre acteur impliqué dans le DDR qui n'a pas tellement été souligné, l'Union européenne, et il y a un participant qui pose la question: quelle est la présence et ou la contribution de l'Union européenne en matière de DDR en RDC? Et quelle est la perception de l'Union européenne dans ce domaine en RDC? Onesphore, on va peut-être commencer avec vous cette fois-ci. Oui. Bon, c'est qu'en fait, nous n'avons pas fait la cartographie de tous les intervenants, surtout les bailleurs de fonds, et c'est peut-être un oubli de n'avoir pas souligné la grande contribution de l'Union européenne dans les financements de projets directs avec le gouvernement, mais aussi la grande contribution de l'Union européenne à toutes les phases DDR, j'allais dire. Donc, c'est un grand contributeur pour l'ensemble des programmes de la République démocratique du Congo, et même de façon particulière, c'est un grand contributeur de la MONUSCO. Donc, on aurait dû le mentionner. Et l'Union européenne fait partie justement de ces bailleurs, de ces partenaires gouvernementaux qui attendent qu'il y ait une véritable définition d'une stratégie réelle, durable, pour qu'elle puisse accompagner ce processus. Donc ça, de toute façon, c'est clair. Alors, Valérie, est-ce que je pouvais répondre à Michel Noureddine Kassa? Je passe les questions un à un, donc vous aurez l'occasion d'y répondre. Je voudrais juste demander maintenant, est-ce que vous avez un point à ajouter ou une réponse à ajouter à la question sur l'Union européenne? Oui, je peux juste un point à ajouter sur l'Union européenne. Je pense que si j'ai bonne mémoire, à l'époque où le président Kabila était là, je pense que l'Union européenne a beaucoup plus axé ses financements, ses appuis avec les organisations privées.
les organisations de la société civile. Pour à ce moment-là, il y avait des tensions entre l'Union européenne et le régime de Kabila. Aujourd'hui, si elle va financer les opérations, moi, je pense que l'option, je suis en train de voir, et c'est ça ce que je ne partage pas le point de vue de mon confrère Onesphore, lorsqu'on parle d'EDRC, la justice transitionnelle. C'est vrai, les discours sur la justice transitionnelle, c'est un bon discours. Dans le contexte actuel du Congo, ça permet à des retours circulaires, je sais pas, la remobilisation. Un écart. Vous voyez maintenant, aujourd'hui, si Tcheka, on venait de les sanctionner, mais Guidon, vous avez vu comment il rentre encore dans la forêt et d'autres seigneurs de guerre. C'est sûr, je ne m'oppose pas à ça, mais je pense que si c'est la ligne d'action de l'Union européenne, je pense qu'ils vont à la fois complexifier davantage le problème et ne pas arriver à mettre en place ce processus qui se veut un processus unificateur. Moi, je considère ça comme une pratique sécuritaire, le processus de mobilisation. C'est une pratique sécuritaire étrangère ou internationale. Parce que la conception, c'est que nous mettons ce programme, ça peut sécuriser, stabiliser les zones. Pourtant, ce n'est pas le cas, vous voyez. Et donc, je pense que si l'Union européenne, à un certain moment, va apporter son appui en termes financiers ou pour que les structures qui vont mettre en place ce que j'appelle des DRC, voilà. Mais dans la mesure où ils vont accentuer, parce que j'ai déjà vu, on fait les vetting, c'est bien faire les vetting, mais je pose toujours la question. Il y a des gens, j'ai mes réserves de citer leurs noms, ils sont dans l'armée, c'est des gens qui ont quitté les groupes armés et ils font les choses dans l'armée. On ne pose pas la question de le reprendre. Prenez un exemple. Il y a un des chefs des commandants de régions militaires dans le sud du Congo, ou bien quelqu'un qui a été promu récemment. Si on va les traquer aujourd'hui, est-ce que vraiment, il ne va pas se remobiliser lui aussi? Donc, c'est question comme ça qu'interpeller l'Union européenne, mais à regarder d'abord de façon large pour voir comment ils peuvent faire leur contribution. Et donc, si vous voulez que je continue, je réponds à M. Michel Kassa, et j'ai eu le plaisir de rencontrer à Mouressa lorsque il y avait ces accords, l'accord de Mouressa 2, parce qu'il a facilité. Donc, je pense que son approche, lorsqu'il parle des centres futurs dispositifs de dernière visite, il va dans le mécanisme de concertation régulière entre les humanitaires, développement intercommunautaire, défense, renseignement, sécurité fonctionnelle. Et donc, c'est juste pour M. Kassa d'oublier, d'ignorer et de faire semblant de comprendre que les armées, ils ont un ancrage social. Il y en a qui ont un ancrage social et ils viennent des sociétés ou bien des liens de société. Pour lui, c'est les dispositifs classiques que les humanitaires vont aider l'État, etc., renseignement, mais il oublie que les groupes armés aussi ont leur système de renseignement. Ils peuvent le faire aussi avec les humanitaires. Donc, je pense que c'est cette option, les options qui viennent se calquer pour pouvoir penser que la démobilisation va marcher, je pense que ça ne va pas marcher. Après, au niveau local, regardez les dimensions. Moi, je parle toujours des dimensions à la fois sociologiques, anthropologiques et coutumières. Ça ne se fait pas dans les programmes de démobilisation, à la fois pour le DDR enfant et pour le DDR adulte. Kassa estime que, voilà, en organisant des rencontres et infiltrer le groupe armé pour pouvoir maintenant les dépêcher, je pense que ça ne va pas marcher parce que ça pourra se retourner contre eux. Nous, on a beaucoup d'expérience avec les groupes armés et nous pensons plutôt qu'il faut ouvrir un large débat. Ce qui a été fait, ouvrir un large débat sur ce que je pense les bailleurs, ils disent on ne veut pas de l'intégration de groupes armés. Oui, c'est une chose, on ne veut pas, mais il y en a qui savent que derrière le rideau, l'armée congolaise est sous-effectif. Il y en a qui savent que la police congolaise est sous-effectif. Et c'est là que moi j'ai répondu avec les collègues, Christophe Auquel, à Leila Zerougi, qui refusaient que. Mais ils ont fait ça à Mubambiro, ils ont intégré des groupes armés, certains combattants. Pourquoi ne pas ouvrir certains espaces à ceux-là qui ont déjà un habitus de combattant et le former dans l'habitus du militaire ou du policier? Pourquoi ne pas ouvrir ça? Et ça peut aussi être de ceux qui veulent retourner dans la vie civile et ceux qu'on veut remettre dans la société. Le remettre dans la société, pour moi, ce n'est pas agir, c'est plus complexe.
Merci beaucoup. Et donc, pour préciser aux autres participants, la question de M. Cassa était par rapport au mécanisme de, s'il n'était pas nécessaire de mettre en place des mécanismes de concertation réguliers entre les différents acteurs de développement humanitaire, défense communautaire, etc. Onesphore, est-ce que vous voulez aussi répondre à cette question? Oui, 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 tout à fait. Et en disant un chaleureux bonjour à mon ami Michel. C'est que moi, je prends justement cette question plutôt comme la confirmation de ce que je disais, que j'ai formulé en termes d'interrogation. Je dis, le DDRC ne doit pas se limiter à cibler des activités ou des actions en faveur de ces jeunes en armes, mais que derrière ces jeunes, il y a tout un paysage d'acteurs, les uns aussi influents que les autres sur la réussite globale de ce processus. Et donc, tout ce monde-là qu'il a cité, donc Michel cite, donc les acteurs communautaires, les acteurs humanitaires, les forces de défense, ce sont des acteurs qui font effectivement embarquer pour pouvoir, n'est-ce pas, ne pas prendre le DDR communautaire comme quelque chose de magique et d'autosuffisant, notamment en éliminant des acteurs importants de ceux qu'on doit appeler, en fait, nous n'avons pas encore utilisé ce terme, mais il est fondamental, il est crucial, c'est le dialogue. Et donc le dialogue à tous les plans, à tous les échelons, pour non pas seulement, comme Michel le dit, bon, pour que les critiques puissent être entendues, mais plutôt pour que les solutions puissent être partagées. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui pour cette approche globale, holistique, en fait, sortir d'une conception réductrice du DDRC. Voilà. Merci. Alors, il y a aussi une question de quelqu'un qui a été impliqué dans la réhabilitation des Burundis, y compris ceux qui combattaient au Congo. Et il demande s'il n'est pas nécessaire de s'attaquer au fond des questions, et il en propose deux éléments. D'une part, c'est que la pauvreté et la mauvaise gouvernance sont à la base des guerres. Comment régler cette question d'abord? Et deuxièmement, comme ça a été mentionné lors de la présentation, il y a l'aspect évidemment transfrontalier des dynamiques de conflit, de l'action des groupes armés. Comment organiser donc un DDR régional et pas congolais uniquement? Onesphore? Mon ami, son Excellence Frédéric Vavuyinumvira, que je connais aussi particulièrement, bon, il pose deux questions en réalité un peu différentes. Bon, d'abord, la question par rapport à la porosité des frontières et donc à la possibilité ou non de faire un DDR. Ce que moi je pense, c'est que justement, il faut tenir compte du fait que la porosité des frontières a favorisé un système de vases communicants de ces groupes armés qui vont de part et d'autre. Et qu'il faut absolument que les deux DDR, si je peux me le permettre, puissent se faire de façon simultanée. Sinon, on sera toujours en train de régler des problèmes qui font naître d'autres problèmes. Donc, l'approche, c'est pour ça que je dis que ça, c'est un défi. L'approche, pour moi, devrait être que
le DDR communautaire doit être accompagné de mécanismes diplomatiques qui passent par notamment l'amélioration des relations entre les différentes puissances régionales. Donc, c'est à ce niveau-là. L'autre question, c'était donc la première de Frédéric, c'était par rapport à la pauvreté, à la mauvaise gouvernance qui sont à la base de guerre. Bon, comment régler cette question d'abord? Bien sûr, là nous sommes aux causes, les principales causes des conflits, c'est d'abord la mauvaise gouvernance. D'ailleurs, il y a quelqu'un d'autre qui y revient de façon un peu provocative aussi, qui dit que bon, les groupes armés ont occupé une place dans la fourniture de protection, de justice et d'accès aux ressources au niveau local, évidemment. Voilà, je suis tenté de dire, bon, la nature a horreur du vide. Dès qu'il y a un vide sécuritaire quelque part, un vide de fourniture de justice et d'accès aux ressources, eh bien, bon, il y a toujours des opportunistes, donc un groupe armé qui vient en disant, bon, voilà, moi, je constitue votre salut. Je peux rapidement donner un exemple. J'étais à Rutshuru une fois. Bon, moi, je croyais que les groupes armés, ils avaient une réputation de bandits, etc. Mais les gens, ils m'ont dit, non, là où les groupes armés sont, nous sommes tranquilles, nous sommes mieux protégés que les FARDC, ils ne nous dérangent pas. Et puis, bon, au niveau de Bwito, les groupes armés ont opéré ce que le gouvernement congolais n'a jamais réussi à faire. C'est la réforme agraire. Ils ont pris toutes les plantations, toutes les fermes de dignitaires qui sont cachées à Kinshasa. Bon, ils ont redistribué ça aux gens. Et donc, les gens ils disent, bon, ce sont eux qui nous rendent des services. Mais est-ce que c'est ça la solution qu'il faudrait promouvoir? Donc, il faut plaider pour que l'État régalien reprenne l'effectivité de ses devoirs pour que, justement, la guerre, les groupes armés ne soient pas la réponse aux problèmes des citoyens. Merci. Et juste pour préciser pour les participants, parce qu'ils ne voient pas toujours les questions, l'autre question à laquelle Onesphore référait, c'est une question par rapport au fait que beaucoup de groupes armés jouent aussi un rôle de gouvernance au niveau local. Et donc, quelle influence ou comment est-ce qu'on doit tenir ça en compte ou comment gérer ça dans le contexte du DDRC. Donc, Josepha, je vous passe la parole. Ouais, merci pour la parole, Valérie. Je voulais passer par là, dire, je suis un peu d'accord avec Onesphore, mais je voulais dire, quand on analyse ce que Ariona et même nous autres appelons la gouvernance rebelle, elle est là. Comment est-ce que le groupe armé organise la communauté, les zones qui contrôlent? Et quand on dit l'État n'est pas là, c'est aller au-delà parce que l'architecture administrative congolaise montre qu'on commence par les sous-villages, les villages, les chefs de groupement, les chefs les cellules et les chefferies, etc. Tous ces gens là-bas, ce sont des représentants de l'État dans les zones. Ils sont dans les zones. Et lorsqu'il faut faire une distinguo dans les zones où des groupes armés étrangers occupent et ils n'ont pas de légitimité, avec des zones où les groupes armés viennent de la communauté pour répondre à des menaces. Il y a plusieurs exemples, je ne voudrais pas, aller au-delà avec ça. Par exemple, pour Bwito, comme Onesphore le disait, aujourd'hui, les derniers carrés FDLR, Foka et le route dans Kaumiro Parc et Kaumiro Chefferie, c'est eux qui contrôlent l'espace dans le parc de Virunga. Et ils négocient avec les communautés et les autorités. Nous, on vient accéder dans les... Vous venez cultiver. Ça, c'est un débat. Comment est-ce qu'ils organisent les populations dans les zones qu'ils contrôlent? Il y en a des gouvernances rebelles qui sont négociées.
on négocie les autorités, nous, on va on va taxer. Mais lorsque aussi la justice, elle est très éloignée des populations. Vous savez que le Congo a banni, il a suspendu les tribunaux coutumiers. Et il y a dans certaines zones où le tribunal de paix, il est très éloigné des populations. C'est que aussi les retards dans le traitement des dossiers, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent amener les dossiers aux groupes armés avec la force et ils traitent avec le fouet. Parfois, il y en a qui cherchent de l'argent et ils trouvent des solutions alternatives, mais ce n'est pas très durable. C'est ça, la gouvernance, comment on tient compte de ça dans la démobilisation. Je voudrais répondre à ça par une note conceptuelle, Valérie, qui est bien. Un commandant, dans un espace donné, ou un ancien agriculteur, un ancien cordonnier ou cultivateur, il devient combattant parce qu'il y a une menace, la police n'est pas là, l'armée n'est pas là, et il fait une sorte de mobilité sociale. Il quitte son statut dominé, il devient dominant. Vous voyez un peu? Comme il a l'arme, il a son capital sécurité, il va garder les gens et il a ça. Mais lorsque vous le démobilisez, il a géré, il avait le pouvoir, il avait une certaine domination. Quand on le démobilise, il fait encore une sorte de rechute dans les classes sociales. Il redevient dominé. Et si on ne tient pas compte du fait qu'on l'a démobilisé, suivre le processus et le remettre de manière assez responsable, celui-là va souffrir de frustration, il va se rappeler de sa position et il pourra faire un retour, il pourra se remobiliser. Et donc, un programme de démobilisation qui tiendrait compte des formes de gouvernance ou des positions que les combattants ont acquis pendant qu'ils étaient dans le groupe armé, voudrait que dans les processus, on associe aussi à la fois les leaders et les groupes armés. D'ailleurs, je pense que des Suédois, ils ont écrit un livre sur pourquoi on associe dans le processus de démobilisation des militaires. Ils sont en compétition, en conflit avec ces groupes armés là-bas. Comment eux, ils vont venir encore groupes armés dans leur propre démobilisation? Vous voyez un peu? Moi, à mon niveau, ça serait un programme qui associerait, non pas venir les impliquer dans le programme, les organiser dans le programme, mais il faut les impliquer, leur donner des responsabilités dans le processus. Quelques responsabilités à eux, non seulement les seigneurs de guerre, mais les autres. Et j'insiste encore, il faut à un certain moment des structures qui font partie. Ce n'est pas des bandits, c'est des gens qui, à un certain moment, ils ont une certaine aura, ils ont une certaine légitimation de la communauté. Merci beaucoup. Voilà à ce niveau ce que je pourrais... Alors, une autre question fort intéressante qui a été posée, c'est est-ce que vous pensez qu'il faut d'abord passer par un accord entre les groupes armés et le gouvernement pour que le DDR soit efficace? Ou peut-on faire sans accord avec de bonnes campagnes de sensibilisation, etc. Quel est l'impact réel des accords de paix? Et un élément que j'aimerais ajouter moi-même ici, qui est lié à cette idée, est-ce qu'il faut faire le DDR dans le cadre d'un processus de paix ou non, c'est que par le passé, le DDR en RDC a quasiment toujours été accompagné de demandes d'amnistie et quelquefois d'adoption de lois d'amnistie. Alors, est-ce que cette fois-ci, c'est quelque chose qui risque de revenir à l'avant? Est-ce que les groupes armés vont demander ça? Est-ce qu'il y a une volonté ou une objection de la part du gouvernement par rapport à ça? Donc, Onesphore, vous pouvez commencer. Bien, merci. Je me lance. La question est très fondamentale parce que ce n'est pas une question juste méthodologique. Est-ce qu'il faut d'abord passer par un accord entre les groupes armés et le gouvernement avant de lancer un mécanisme de DDRC?
Bon, est-ce que finalement, et donc Lucie, elle pose bien la question, toi aussi, Valérie. Bon, en fait, c'est donc la question globale, quel est l'impact de tous les accords de paix signés de façon isolée, dans des coins isolés, avec parfois des sous-groupes qui finalement, c'est-à-dire ces accords, une fois signés, servent de moyens de chantage pour d'autres groupes qui n'ont pas encore signé ou qui n'ont pas été impliqués dans les accords, de réclamer encore plus. Le cas de la FRPI, qui a signé un accord avec le gouvernement, un accord qui est en panne aujourd'hui, Josaphat l'a dit, mais cet accord, la signature de cet accord au mois de mars a servi pour la Codeco à exiger les mêmes avantages, c'est-à-dire incorporation au sein de l'armée, reconnaissance des grades, etc., etc. Et finalement, nous sommes dans cette logique d'accord par vague, où un accord suscite la vocation de notre groupe armé, etc. Donc, ça c'est plus qu'une question méthodologique, c'est vraiment une question plutôt de philosophie. Est-ce qu'il faut négocier de petits arrangements localisés, ou bien il faut prendre le temps d'avoir une stratégie bien pensée et durable et qui nous permette de sortir une bonne fois pour toutes de cette situation. Donc pour moi, c'est comme ça que je comprends la question. Les accords de paix, dans leur forme actuelle, ça permet peut-être d'acheter pour quelques instants une certaine tranquillité, mais ce n'est ni la paix, ni la réinsertion, en fait. Donc, l'exemple le plus agaçant, c'est celui-là de Codeco qui, je vous le rappelle aussi, la Codeco, une partie de la Codeco a adhéré, a signé un accord avec la délégation des anciens seigneurs de guerre, l'Hindu, envoyé par le président Tshisekedi, donc une sorte de désengagement à sens unique, donc vraiment un papier assez rigolo, mais cela n'a pas empêché le même groupe d'envahir la ville de Bounia un matin, voilà, après avoir signé et après avoir attendu en vain la réponse du gouvernement pour leur prise en charge, etc. Donc, je ne suis pas tout à fait adepte, je n'achète pas ces accords de paix partiels, partiaux et parcellaires. Merci. Il y a par ailleurs, vu que vous parliez aussi du FRPI et donc de l'Ituri, il y a une autre question à ce niveau-là qui demande s'il y a des leçons plus larges qui peuvent être tirées de cette expérience des processus DDR en Ituri, des leçons qu'on pourrait tirer pour la mise en place du processus DDRC. Donc, en espoir, je ne sais pas si vous voulez embrayer sur ce point plus précis et après, je passerai la parole à Josaphat. Oui, tout à fait. Il y a des leçons à tirer. Comme on dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Une leçon positive à tirer du processus qui a conduit à la signature de la signature de l'acte d'engagement de la FRPI avec le gouvernement, c'est que ça a été un processus véritablement communautaire où la société civile a joué un rôle extrêmement positif et important, où les communautés locales ont été impliquées et où finalement ces gens-là ont répondu
à cet appel de désarmement. Là, c'est le côté positif. Donc, ça nous a fait rêver, en fait, comme processus. Là, c'est cette organisation de la société civile qui était au centre, qui a pris tous les risques, mais qui a réussi à avoir cet accord. Mais l'autre leçon à tirer, c'est la même, c'est que maintenant, depuis que la part la plus importante doit revenir au gouvernement, qui doit encadrer ces jeunes, leur offrir ce que j'appelais une alternance civile à l'économie de la violence et de la guerre, eh bien, l'État, le gouvernement est aux abonnés absents et il y a le risque d'assister à ce que mon collègue Josaphat a appelé les retours circulaires, quoi. Donc là, c'est la leçon malheureuse donc de cette incapacité d'une réponse viable à ce genre d'initiative qui était pourtant quand même quelque chose qu'on a beaucoup apprécié. Merci, Josaphat. Vous voulez rajouter quelque chose à ce point sur les leçons de l'Ituri et le rôle du lien entre DDR, processus de paix et amnistie? Alors, je commence d'abord par je commence d'abord par le rôle des accords de paix, le processus DDR. Moi, je ne partage pas le point de vue de mon grand frère Onesphore Matumba. Je suis localiste. J'interagis beaucoup avec des combattants de groupes armés, j'interagis beaucoup avec des populations. Et j'ai dit encore, j'avais rencontré un chef de groupement dans le sud de Walikale qui me disait, je lui dis, pourquoi est-ce que les groupes armés, les Maïmaï qui font sont là? Et il m'a dit, les Maïmaï revendiquent une récompense à l'État. Et donc, c'est là que se trouve le centre de mon argumentation. Vous savez très bien que les accords de paix, on est dans des contextes de guerre civile entre le gouvernement et ces groupes armés, ou entre ces groupes armés entre eux. Lorsque les groupes armés, le président tend la main, démobilisez-vous, il se démobilise, il n'y a rien qui est fait en termes d'encadrement par rapport à ce qu'on appelle leur agencéité, c'est-à-dire leurs intentions. Et les intentions, pas collectives, mais l'intention de chaque combattant. Dans le groupe armé, il y a des combattants qui veulent aussi devenir des militaires. Il y en a qui veulent devenir servir l'État, servir les pays. Mais on leur refuse parce qu'il y a une certaine opinion à la fois internationale, au niveau des bailleurs, et au niveau national de Kinshasa, qui pensent que voilà, nous devons rompre. Mais ils ont donné ces occasions à d'autres. Je ne cite pas les gens ici, ils se connaissent, ils sont dans l'armée, ils sont au gouvernement. Et même au cabinet du président Félix, il y a des gens qui étaient dans les Raya Mutomboki et qui ont bénéficié des amnisties, mais aujourd'hui, ils bloquent les autres. C'est là que je ne suis pas très d'accord. Je pense que la politique d'amnistie, elle sert à faire quelque chose pour calmer les esprits et repartir sur de bonnes bases. Mais par contre, elle limite les possibilités d'entamer des processus de justice transitionnelle parce que on ne va jamais juger tous les crimes que les gens ont commis, mais tous les groupes armés n'ont pas commis des crimes. Tous n'ont pas commis des crimes. Il y en a des gens qui ont été dans le groupe armé, il est combattant, mais il n'a jamais commis un crime, il n'a jamais massacré les gens. Tous n'ont pas massacré. C'est des questions au cas par cas. Moi, je soutiens la thèse selon laquelle, aujourd'hui, ça c'est moi, je n'engage pas mes professeurs ou moi-même, je soutiens la thèse selon laquelle le gouvernement devrait ouvrir les champs militaires et les champs policiers à ces combattants qui ont été formés aux habitudes militaires et policières à servir l'État. Les autres, on peut les démobiliser et trouver des programmes qui tiennent compte de leur agentivité, de ce qu'eux ils veulent, parce qu'on impose, parce qu'on a cousu, par exemple, à New York, on a cousu à Bruxelles, on a cousu à Kinshasa, mais il faut des réalités, ce qu'eux veulent. Quelqu'un qui a plus de 10 ans au sein d'un groupe armé et vous lui demandez, on te démobilise, ok, mais qu'est-ce que vous faites de lui? Un enfant qui est entré dans le groupe armé à l'âge de 17 ans, 18, 20 ans, 22 ans, il est possible que celui-là rentre dans une
dans un circuit normal de construction d'un militaire congolais, dans un circuit normal de construction des policiers congolais, et on construit les habitudes des combattants du groupe armé, on va lui mettre quelque chose des policiers, une discipline militaire, on lui met. Parce qu'eux aussi, dans les stratégies, ils font ça. Ils répliquent les pratiques militaires, ils ont ça. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui disent les accords militaires, oui, c'est une chose, mais il faut ouvrir cet espace-là. Et je sais pourquoi certains militaires aussi, ils vont bloquer. Parce que j'en ai observé plusieurs fois. Il ne faut pas accepter. Donc, les accords, c'est important. Alors, comment rentrer avec les questions de Codeco ou FRPI? Le gouvernement congolais n'écoute que le langage des armes dans une guerre civile avec un groupe armé qui va lui mettre le bâton dans le roue, il va accepter. Pour les autres, il refuse. Parce que, pardon, je m'excuse, il diversifie les options militaristes et il tient aussi revenu. Mais pour le FRPI, Codeco, c'est des groupes armés qui ont résisté et vraiment le gouvernement n'avait pas d'autre choix. Il est passé aussi par les seigneurs de guerre. Pourquoi est-ce qu'ils sont passés par les seigneurs de guerre? Parce qu'ils savent que ces seigneurs de guerre, ils vont persuader les autres. Mais le gouvernement est incapable de résoudre alors le problème pour lesquels les groupes armés avancent. Vous voyez? Donc, s'ils ont signé un accord avec les FRPI, mais les choses n'ont pas marché, il n'y a pas eu les engagements du gouvernement, disponibiliser les centres, commencer par prendre en soin les combattants qui se sont rendus, mais le gouvernement n'a pas fait ça. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi le président Félix n'a pas fait ça? Pourquoi aussi les premiers ministres ils n'ont pas fait ça? Parce qu'ils se sont engagés. C'est tout ça le problème que nous, on observe au niveau du gouvernement, la mauvaise foi. Quand les groupes armés viennent auprès du gouvernement, il y a une mauvaise foi. Et c'est une forme de... Ils essaient de dribbler les groupes armés, mais à la fin, il n'y a rien qui suit. Et c'est parmi les causes à la base de la remobilisation armée du président Félix. Aussi, il faut savoir que le président Félix, il y a des groupes armés qui n'ont jamais été d'accord avec lui. À l'époque de campagne, il y en a qui ne le soutenaient pas. Vous voyez? Donc, ces questions-là, il faut les aborder de manière très pratique. Moi, je suis chercheur, je ne suis pas politicien, mais je sais qu'il faut ouvrir un espace avec les groupes armés. Il faut trouver un moyen de les récompenser. Ce n'est pas forcément en reconnaissant leur grade, non. Il y a d'autres moyens de récompenser. Je ne dis pas que récompenser les rebelles ou les criminels, non. Il faut trouver un moyen de dire, OK, est-ce qu'on ouvre un espace? Ceux qui veulent servir les pays, ils vont rentrer. Ceux qui ne veulent pas, nous les démobilisons. Mais ceux qui résistent, voilà ce qu'on va faire pour eux. Et les récompenses, c'est quoi? Ce n'est pas que les récompenses individuelles. Regardez, dans le Guido ou à Chabunda, il n'y a pas de route. Il n'y a rien. Pourquoi le gouvernement ne peut-il pas commencer par un développement, désarmement, démobilisation, réintégration communautaire? Pourquoi ne peut-il pas commencer par ça? Pourquoi il ne le fait pas? Et il existe seulement aux armées de quitter. Pourquoi? Mais ça, c'est des questions pour lesquelles on doit ouvrir un large débat. Et c'est là que je plains le gouvernement et même les ministres. Ils viennent, nous les chercheurs, on ne consulte pas. On ne consulte pas. C'est leur politique et ils vont effectuer ça. Mais lorsque ça barde, lorsque ça bloque, ils ne savent plus quoi faire. Et je pense plutôt qu'aujourd'hui, les acteurs politiques qui sont aujourd'hui, les ministères, surtout les ministres délégués à la défense qui semblent être de l'UDPS, qui pensent que diaboliser l'ancien régime pourra aider à démobiliser tous les groupes armés. Non, parce que les groupes armés, ils ont des cahiers de charges, ils ont des revendications qu'il faut écouter, rejeter, mais il faut les écouter. C'est ça ce que Moureza 1 et 2 a fait. Mais finalement, quelle est la part du gouvernement? Et c'est à ce moment-là que je pense que la Belgique et même l'Union européenne devaient aussi appeler le gouvernement à être responsable pour les servir. Pour terminer, ils utilisent à la fois ces mêmes groupes armés pour fragiliser les autres. Un exemple très pratique, un de ces guidons. On a utilisé, l'armée l'a appuyé pour fragiliser les groupes armés, mais finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez, on dit une chose, mais on fait le contraire aussi. On ne veut pas de groupes armés, mais vous les utilisez, vous les donnez les armes, vous les donnez les tenues, vous les donnez tout pour fragiliser les autres groupes armés. On est où? On dit une chose et le contraire, vous voyez. Donc, à mon humble avis, je pense que c'est une question ouverte et qui nécessite vraiment des discussions assez dépoussiérées des subjectivités. Qu'on regarde des fonds, les groupes armés, ce n'est pas des bandits. Tous ne sont pas des bandits.
tous ce ne sont pas des bandits. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 2 questions, mais on est plus ou moins à la fin de notre session, donc je vais les regrouper ensemble et vous demander à chacun d'y répondre en 3 minutes environ. Donc, la première question, c'est de comment gérer le risque qu'il y a des gens ou des combattants qui vont apparaître justement parce qu'ils sont attirés par le processus des DDRC, ce qu'on a déjà vu par le passé aussi, que ça crée une reprolifération, une fragmentation des groupes armés. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous croyez que le DDRC atteindra son objectif dans le contexte actuel de guerre à Fizi, où les démobilisés sont les mieux positionnés pour commander les groupes de civils qui s'autodéfendent et dont la masse utilise les mineurs? Donc, je vous demanderai à chacun d'y répondre dans la mesure du possible en 3 minutes. Donc, Josaphat, vas-y. Vous voulez que moi je commence? Bon, je vais commencer. Alors, la première question, comment gérer le risque des combattants qui sont attirés par les DDRC? Oui, on sait très bien que le programme de démobilisation sont des moments, des opportunités pour les seigneurs de guerre à bomber ou renflouer le nombre de leurs combattants. On sait ça. Et si certains ne sont pas dans les centres de regroupement, ils s'appellent, les combattants, ils peuvent s'appeler. Aujourd'hui, on va faire ceci. Ils vont retourner pour bénéficier de cette assistance-là. Comment alors s'assurer que ceux-là, ou bien ceux qui n'ont pas été des combattants, mais des populations qu'on va ramener dans les listes des groupes armés? Et ça, c'est un problème. Je ne parle pas de vetting, mais c'est ceux qui vont les trier au centre de regroupement. Parce que les centres de regroupement qui sont localisés, on va trier et savoir, parce que les renseignements, ils savent le nombre des combattants, des groupes armés, etc. Si on sait que UPL Lalo, ou bien les Maïmaï Mazembe de Kitete, Feu Kitete, ils étaient au nombre de 200. Mais s'il vient avec un nombre de 1000, mais on va questionner parce qu'ils n'ont jamais eu 1000 combattants. Et ça, c'est un des problèmes qu'il faut faire lors de regroupement. Mais aussi, ceux qui font les DDRC, ils doivent s'assurer que réellement le nombre de gens qu'on présente, ce sont là qui sont réels. Donc, je pense que c'est au niveau de l'administration. Maintenant, comment les DDRC peuvent atteindre son objectif dans le contexte des guerres civiles à Fizi où les ex-combattants sont mobilisés? Et donc, ma thèse de recherche, ma thèse doctorale est forte sur le haut plateau de Fizi. Et je peux vous dire franchement qu'aujourd'hui, ce que j'ai pu observer avec la mobilisation armée dans ce côté, c'est une forte mobilisation armée hybride. Des combattants qui naviguent entre la vie civile et la vie des combattants. On peut dire la vie civile et des militaires, ce qu'on a écrit avec le professeur Koun. Et donc, ces gens-là, si on ne parvient pas à résoudre le problème, comme je disais au début, les conflits au niveau local, ça c'est déjà un faux départ. Il y a pas mal de conflits pour lesquels, au niveau national, il y a des tirets de ficelles, au niveau provincial et même au niveau local. Ces problèmes-là, ces conflits, ça peut être des conflits, par exemple, aujourd'hui, c'était, comme il a parlé de Fizi, la création d'une commune rurale qui va inverser les rapports de pouvoir entre les communautés. Les anciens maîtres deviennent des esclaves ou des anciens esclaves deviennent des maîtres. Et donc, ça pose des problèmes. Si on ne gère pas d'abord ce problème, pour pouvoir mettre en place un programme DDRC, on va rentrer dans les retours circulaires. C'est déjà fait. Makanika a quitté parce que sa communauté était terrorisée. Et il a quitté l'armée, il vient aider sa communauté. Il fait un retour circulaire, c'est trop facile. Les ex-combattants qui n'ont pas été à ce programme, le DDR3, tout comme les civils, ceux-là sont de potentiels éléments recrutables. On peut les recruter à tout moment et remobilisables à tout moment. Et donc, ils sont là. Certains ne veulent plus rentrer dans le groupe armé, mais d'autres, ils peuvent toujours se remobiliser à tout moment. Si on ne gère pas les conflits, il n'y a pas que les conflits de pouvoir coutumier, il y a aussi des conflits des terres, des limites, la problématique des vaches, vous voyez, la transhumance. Ça, c'est pour le Sud Kivu. Au Nord Kivu, il y a pas mal d'autres questions des terres, pas mal d'autres questions qui font que les populations se remobilisent et prennent les armes et ils détériorent la situation. Donc, pour moi, ce que le gouvernement, moi, j'avais suggéré en 2018, dans une de mes recherches,
le président Félix Tshisekedi, il a encore la possibilité, il a encore 3 ans ou 2 ans de mandat, il peut mettre en place un programme de gestion, un programme de 3 ans, de gestion des conflits de pouvoir coutumier. Ces questions-là vont amener vraiment de manière systémique, il traite ces questions-là et au même moment, on mène un programme de DRC. Parce que les groupes armés dans cette communauté, ils se remobilisent sur fond des questions de conflit. Vous voyez? Voilà, ça c'est l'explication ou la réponse la plus simple que je peux donner à nos auditeurs, c'est qui nous suivent. Merci beaucoup. Et Onesphore? Bien, merci. Moi, je ne serai même pas long. En fait, les deux questions s'inscrivent pour moi dans ce que j'appelle, et qu'un participant a d'ailleurs appelé l'économie politique du DDR, mais je serais même tenté de dire économie politique de la violence. C'est que les gens qui ont pris des armes, eh bien, ils ont une certaine supériorité par rapport à ceux qui ne les ont pas prises. Alors, ils ont une sorte de promotion sociale, et donc ça devient vraiment ce cercle vicieux-là, que ce soit à Fizi où les démobilisés sont mieux positionnés pour accéder à des postes de commandement dans le civil, ou bien à cette tendance de gonfler les effectifs pour les vendre au mécanisme DDR, C ou pas. C'est pas différent du gonflage des effectifs au sein des forces armées, au sein de la fonction publique, où finalement toute opportunité est exploitée pour glaner de l'argent de façon très peu orthodoxe. Voilà. Merci beaucoup. Avec ceci, on en vient à la fin de cette session. Donc, je voudrais remercier Onesphore et Josaphat pour votre participation, vos présentations, qui est très intéressante. Ça me donne beaucoup de... Je ne connais pas l'expression en français, mais la nourriture à réflexion. Et merci aussi aux participants de s'être rejoints à nous. C'était le dernier Africa Lunch Meeting de 2020, mais évidemment, on sera de retour en 2021. Si vous voulez recevoir les invitations pour les suivants Africa Lunch Meeting, il suffit d'aller sur le site web de l'Institut Egmont et de s'inscrire à la newsletter où vous pouvez choisir les sujets qui vous intéressent. Et si vous cliquez Afrique, vous recevrez les invitations pour les Africa Lunch Meeting. Donc sur ce, merci beaucoup et on termine la session ici. Bonne journée.